Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre 13, l'origine de l'ATP, où on va voir des petits exercices de révision. Donc je vous rappelle le principe pour les exercices, je vous montre les exercices du livre, après essayez de les faire, si vous n'y arrivez pas, je vous explique les documents, et enfin vous remettez sur pause la vidéo, et à la fin, bien sûr, je corrige les exercices. On va démarrer par le premier exercice. Donc sur la restitution des connaissances, en gros, là, un bon basique, la mitochondrie qui va être à analyser. Je vous laisse découvrir, vous pouvez appuyer sur pause, et après je vous réexplique. Donc, dans ce document, bon, on voit bien ici la mitochondrie classique avec le hyaloplasme autour. On va avoir ici notre enveloppe avec les crêtes mitochondriales, la matrice à l'intérieur. La longueur, vous pouvez la calculer par rapport à l'échelle. En corrigé, ça vous donne ici la longueur maximale, elle est de 3 micromètres, la largeur de 1,2 micromètres. Micro, c'est 10 puissance moins 6 mètres, je vous rappelle. Et au niveau du schéma, voilà un schéma classique où vous avez cette enveloppe mitochondriale constituée de la membrane externe, de l'espace intermembranaire et de la membrane inter, avec les crêtes mitochondriales ici. Vous pouvez voir les petits replis, et à l'intérieur, la matrice. Voilà pour cette mise en jambe de premier exercice. Voyons maintenant le deuxième exercice. Des questions courtes. Donc, 3 petites questions, des réponses assez courtes, de connaissances. Donc, les voies métaboliques qui permettent de régénérer l'ATP au sein des cellules musculaires, les principales étapes de la fermentation lactique qui permet de régénérer l'ATP, et enfin, comment le couplage des réactions dans la mitochondrie, ça permet la régénération de l'ATP lors de la respiration cellulaire. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, au niveau du corrigé, vous avez l'ATP, elle est utilisée par la cellule musculaire lors des efforts musculaires. Elle est régénérée sans délai, il n'y a pas de stock, hein, je vous rappelle, par l'hydrolyse de la phosphocréatine. Et ça, c'est pendant quelques secondes, à quelques dizaines de secondes. La fermentation lactique, on avait vu, elle intervient ensuite et elle va permettre, à partir du glucose, de régénérer l'ATP durant quelques minutes. La voie aérobie, c'est la respiration cellulaire qui est plus lente, elle intervient après ces quelques minutes et elle régénère davantage d'ATP à partir de molécules organiques diverses, ça peut être des acides gras aussi par exemple, ou des sucres complexes, et sur des durées très grandes. On peut courir un marathon avec cette voie aérobie. On avait vu un petit peu. Ça vous permet aussi de comprendre ces différentes voies. Je suis mis à l'envers le corrigé et le petit 1, c'est pas grave. Ensuite, pour la deuxième, dans le hyaloplasme, on avait vu qu'on avait d'abord une glycolyse, c'est l'oxydation du glucose sans dioxygène. Cette glycolyse, elle va produire 2 molécules d'ATP, 2 molécules de NADH et 2 molécules de pyruvate. Je vous rappelle, c'est le glucose cassé en deux, coupé en deux, le pyruvate. Et il est réduit du coup en lactate grâce à 2 molécules de NADH. Ensuite, voilà pour les réactions. Et enfin, pour la dernière, donc dans la matrice de la mitochondriale, le pyruvate il subit une série de décarboxylation oxydative, c'est le cycle de Krebs, on avait vu, et ça produit du CO2 et une grande quantité de NADH. Tout le NADH il sera ensuite réoxydé au niveau de la membrane interne de la mitochondrie par les protéines de la chaîne respiratoire, et les électrons et protons qui sont issus du NADH ils vont être transférés au dioxygène, ce qui produit de l'eau. Et cette réoxydation, en fait, elle permet la régénération d'une grande quantité d'ATP au niveau des ATP synthase qui se trouvent, on avait vu, hein, au niveau de la membrane interne des mitochondries et qui sont associés à la chaîne respiratoire. Voilà pour la partie un petit peu connaissance. Maintenant, on va passer aux exercices, proprement dit. Donc l'exercice numéro 3. Je vous laisse le découvrir. Vous pouvez appuyer sur pause. Maintenant, je vous présente les documents. Donc des cellules musculaires aux caractéristiques différentes. On va revoir ici ces cellules musculaires de type 2, de type 1. Bon, les capillaires sanguins, forcément, il faut apporter l'oxygène euh, et les nutriments aux cellules. Donc on a 2 types de cellules ici différentes.
ça. Donc tout ce qui est noté en petit 1, ce sont les cellules musculaires de type 1, ici on voit bien lorsqu'on a un zoom des couleurs différentes, et les cellules de type 2 à côté. Donc toutes ces cellules de type 2. Donc on vous dit qu'il existe deux grands types de cellules musculaires qui peuvent être mis en évidence grâce aux observations microscopiques. On met une coloration adéquate pour voir un petit peu la différence. Donc on va avoir ici un colorant qui va permettre de révéler de fortes concentrations d'enzymes oxydantes qui vont être utilisées par la respiration dans les cellules musculaires. Voilà, à droite, ça apparaît en foncé. Donc c'est essentiellement les fibres de type 1. Okay, et voilà, la photographie de gauche, on voit aussi les capillaires et tout ça. Donc on a pu comparer les caractéristiques biochimiques de ces deux types. Donc dans le document, quand on regarde pour le type 1, la concentration en ATP, bah forcément elle est faible, que ce soit type 1 ou type 2. La vitesse de contraction ici, pour le type 1, elle est lente, par contre elle est très rapide pour le type 2. La force développée est faible, importante ici pour le type 2. Le volume, il est faible, important pour le type 2. Ici, les mitochondries sont nombreuses. Là, le X, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est un effort intense, mais bref. Ici, peu puissant, mais prolongé. Donc, la grosse différence avec les fibres de type 1, ça va être vraiment la partie endurance, on avait vu un petit peu. Alors que type 2, ça va être un effort bref, intense. C'était la différence, en gros, entre l'haltérophile et le skieur de fond, ou le marathonien, si vous voulez. D'accord? Du coup, en correction, ça nous donne les observations microscopiques, si elles relèvent que les cellules musculaires de type 1, elles sont au contact de nombreux capillaires sanguins. C'est des petites zones noires circulaires en périphérie des cellules et qu'elles possèdent de fortes concentrations en enzymes oxydantes utilisées pour la respiration. Donc type 1, on va essentiellement les utiliser pour la respiration, c'est pour ça qu'elles sont proches des capillaires sanguins. Les types 2 musculaires, c'est exactement l'inverse en fait. D'accord? Donc, oui, je vous ai mis en nota bene, hein, c'était issu, la petite 1, uniquement de l'observation. Donc, la deuxième question, donc la contraction et le volume faible des fibres de type 1, ça fait qu'elles développent une force faible. Ça permet pas du coup un effort puissant. Mais par contre, vu que c'est une vascularisation importante, eh ben, ces fibres, elles ont un apport de dioxygène qui est important, elles sont associées à beaucoup de mitochondries, donc on va avoir beaucoup de molécules oxydantes pour la respiration, et du coup ça permet une régénération d'ATP en grande quantité par la respiration cellulaire et du coup des efforts prolongés. Donc c'est celles-ci qui vont être privilégiées, le type 1, on avait vu, hein, pour les efforts de longue durée. Par contre, les fibres de type 2, elles sont plus pauvres, peu vascularisées, mais elles ont un volume important et elles ont une voie anaérobique lactique euh, qui a un faible rendement, mais qui est très rapide, très efficace à court terme. Ça va être l'haltérophile. Donc c'est des efforts brefs, intenses, c'est elles qui vont être plus sollicitées. Voilà pour la différence entre ces deux fibres qu'on avait déjà vues. On passe à l'exercice suivant, sur l'effet Pasteur. Donc je vous laisse découvrir les documents, vous pouvez appuyer sur pause et je vous les réexplique. Donc, on a vu qu'au début de la seconde moitié du XIXe siècle, Louis Pasteur, hein, il réalise beaucoup d'expériences sur les levures, à l'issue desquelles il va mettre en évidence une particularité de leur métabolisme, et on a nommé ça l'effet Pasteur. Il n'a pas découvert que le vaccin contre la rage, il a fait plein d'autres travaux, découvert les microbes, les bactéries, etc. Et on va voir notamment une de ces expériences ici. Quand on regarde les conditions expérimentales ici, au contact du dioxygène et de l'air, il met ici, on a nos levures, une solution de sucre, de glucose. La quantité d'éthanol, d'alcool produite, ici on a quelques traces, et la culture, ici, formée en graphe, on en a 250. Ici, on met un air appauvri en dioxygène. On a toujours du glucose et des levures, et quand on regarde, par contre, il n'y a pas beaucoup de dioxygène, il n'y a pas beaucoup de levures non plus, mais il y en a quand même. D'accord? On constate le rendement. Okay. En absence de dioxygène, ici, quand on regarde, il y a beaucoup d'éthanol produit. Et ici, le tube C pour analyse, on voit que les solutions de glucose et de levure, on les a aussi, on en a peu,
et on va produire beaucoup d'éthanol. Donc là, on voit clairement, éthanol, je vous rappelle, c'est l'alcool. On voit clairement l'étape de ce qu'on avait vu en TP de fermentation ici, où il y a une voie anaérobie, où il n'y a pas besoin d'oxygène, et ici une voie aérobique, en gros. Du coup, pour l'un, ça donne la quantité d'éthanol produit au fur et à mesure, ainsi que la teneur en dioxygène disponible par les levures, elle diminue. L'éthanol, il provient du glucose grâce à la fermentation pour laquelle les levures ne consomment pas de dioxygène. Ce métabolisme, il va régénérer peu d'ATP, ça entraîne un rendement plus faible de la culture, et au contact du dioxygène, les levures, elles ne pratiquent plus la fermentation, on n'a que des traces d'éthanol, et l'amélioration de leur rendement s'explique par la régénération de l'ATP des levures grâce à la respiration. Elles vont consommer du dioxygène. Donc la respiration qui est plus efficace pour la reproduction à long terme, etc. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu dans l'exercice d'avant, mais ça montre aussi, il a prouvé qu'il y avait bien deux voies de régénération de l'ATP. Du coup, pour la question 2, l'effet Pasteur, ça correspond à la capacité des levures de pratiquer la fermentation, hein, on appelle ça fermentation alcoolique, l'expérience 3, la respiration de l'expérience 1, et puis un mélange des deux dans l'expérience 2, selon la concentration en dioxygène disponible dans le milieu. Voilà pour la 4. On va passer à un vrai sujet de bac maintenant, l'exercice 5. Donc il va falloir expliquer les différences entre les modalités de récupération présentées. Et on va voir que votre situation initiale, vous avez un exercice physique qui provoque une dépense énergétique proportionnelle à l'intensité et à la durée de la sollicitation musculaire. Les modifications qui sont liées à cet exercice, elles nécessitent une phase de récupération, c'est-à-dire une durée nécessaire après une performance, après un effort physique, hein, pour que l'organisme retrouve un état compatible avec la reproduction d'une performance égale. Donc à ce titre, la récupération, ça constitue une composante essentielle dans le traitement du sportif à court comme à moyen terme, j'ai envie de dire même comme à long terme. Donc on va voir pourquoi ces phases de récupération sont importantes, voire même vitales pour les sportifs, surtout les professionnels, mais même à un niveau amateur, parce que souvent les amateurs ont parfois tendance à négliger cette phase-là. Du coup, vous pouvez mettre sur pause, bien analyser les documents, essayer d'y répondre. Je vais vous les présenter dans un deuxième temps. Alors, premier graphique, premier document. Dans le doca, on vous montre l'évolution de la lactacidémie, pardon, c'est la concentration sanguine en lactate, hein, après un effort. Donc, avant un effort, la lactatémie est généralement comprise entre 10 et 20, entre 10 et 20 ici, pour 100 ml, hein, d'accord, milligrammes. Et on voit la récupération active consiste à effectuer un exercice ou un mouvement d'intensité faible à modérée, donc une faible intensité, okay, c'est ce qu'on appelle la récupération active, et juste après un entraînement intense ou une compétition ou un effort intense. Okay. La récupération passive, quant à elle, elle n'implique pas de sollicitation musculaire. On fait rien en gros. Okay. Quand on regarde ces courbes, la première, c'est que déjà, quand on fait rien, et en fait, on voit bien qu'on récupère beaucoup moins vite. C'est pour ça que généralement tous les sportifs professionnels, ils ont une phase de récupération active. Alors les exercices intermittents, c'était très à la mode à un moment, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup moins efficace que les exercices continus. Si vous voulez un exemple d'exercice continu, si vous êtes par exemple nageur, vous avez fait des 100 mètres en crawl, et bien après en récupération active, vous allez nager lentement, en brasse, tranquillement après, de façon continue, sans faire d'effort. Cool. Mais non-stop. Vous n'allez pas faire des fractionnés, des choses comme ça. Si vous êtes, je sais pas, cycliste, vous allez, après votre compétition, pédaler sur un vélo d'appartement ou sur votre vélo faire quelques tours de piste, lentement, à une allure pépère. Si vous courez à fond, joueur de foot ou j'en sais rien, vous allez marcher lentement, faire des tours de piste après. Et c'est ça la récupération active. C'est très important parce qu'en fait, même si vous êtes amateur, essayez de pratiquer ce genre de petits exercices, vous verrez que vous récupérez plus vite et à la longue, vous allez améliorer vos performances. Vous ferez moins de crampes, vous aurez moins d'acide lactique hein, qui va ici s'accumuler, et c'est l'acide lactique qui s'accumule, je vous rappelle, qui provoque vos crampes, etc. Donc voilà pour le A. Donc c'est instructif, c'est bien de le prouver aussi scientifiquement. Ça fait longtemps que c'est étudié hein, en médecine sportive. C'est pratiqué à un haut niveau, mais un peu moins à un niveau amateur. Souvent c'est un petit peu négligé, et pourtant c'est important. Donc
On va voir maintenant aussi ce deuxième graphique sur l'évolution de la concentration en glycogène dans le muscle pendant et après un exercice musculaire. Donc cette concentration en glycogène musculaire, on l'indique dans 3 cas de régime alimentaire, suivi de la récupération, donc riche en glucides, riche en lipides et protéines, et pas de régime alimentaire particulier. Ce qu'on constate ici, la concentration en glycogène musculaire, ici, on fait 2 heures d'exercice physique, boum boum, ça tombe. Donc quand c'est riche en glucides, donc les glucides, ils ont tendance à diminuer. Pas de régime alimentaire, pareil, ça veut dire qu'ils mangent un peu de tout, donc des glucides, ça a tendance à diminuer. Les protéines et les lipides, on voit pas trop. Par contre, après la récupération, le glycogène ici, il a tendance à augmenter. Ça, c'est pas forcément ici en glycogène musculaire. On verra après si c'est bon signe ou pas d'ailleurs. Je vais me taire un petit peu, je vais pas vous donner de réponse tout de suite. Pas de régime alimentaire, on est à peu près là. Et quand on regarde, quand on continue, hein, les heures de récupération et au bout de 5 jours, riche en lipides et en protéines, ce qui se passe. D'accord. On va voir un petit peu ce qu'on peut déduire de tout ça. Ici, pour ce document-là, le devenir du lactate musculaire au cours de la récupération. Donc on va voir ce qui se passe au niveau, voilà. La part de lactate oxydé, ça correspond à environ 75% du lactate total, tandis qu'un peu moins de 25% servira à la synthèse du glycogène dans la cellule musculaire. Okay. Donc, les autres muscles qui vont être oxydés, le cœur, hein, c'est important, le foie qui va synthétiser aussi du glycogène, les reins et les autres organes, ça va un petit peu partout, ce lactate. Le lactate ici va être transformé en pyruvate et va permettre de produire ici de l'ATP avec l'oxygène au niveau de la mitochondrie des cellules musculaires. Voilà pour ce schéma. Et du coup, en guide, on vous dit de comparer, ben voilà, l'évolution de la lactacidémie, décidément, j'ai bloqué dessus, en fonction des différents types de récupération. Pour le deuxième doc, expliquer les différences constatées en les mettant en relation avec les devenirs du lactate au cours de la récupération, ajouter des connaissances, rappeler la nature chimique du glycogène, hein, c'est un composé de plusieurs sucres, je vous rappelle, le glycogène, c'est plusieurs molécules de glucose assemblées, et expliquer l'évolution de sa concentration dans le muscle au cours d'un exercice, et enfin, on va justifier les différences constatées par les différents régimes alimentaires, c'est le dernier document qu'on a vu, après un exercice musculaire. Et puis à la fin, on conclut, hein, et en identifiant, mais ça, les manières les plus efficaces, bref, on répond à sa problématique. Ça donne ça. Donc j'aurais peut-être dû mettre bout à bout parce que j'ai l'impression que je vais vous déprimer. J'ai tout tassé sur une diapo, mais bref. Donc ce que je vous mets, c'est que la flèche qui part de la cellule musculaire et qui va vers le capillaire sanguin, hein, du dernier document, quand on regarde, c'est le lactate et pas le pyruvate. Okay. Et à l'issue d'un effort, la lactacidémie, elle est très nettement supérieure à celle de repos. Si on était de 100 à 120 grammes, on met des valeurs, hein, c'est ce que je vous mets ici. Elle diminue dès l'arrêt de l'effort, et ce d'autant plus rapidement que par le biais d'une récupération active que d'une récupération passive. Donc la récupération active, elle permet de diminuer beaucoup plus efficacement cette concentration. Donc la réalisation d'exercices qui sollicitent les muscles en continu s'avère du coup plus efficace aussi, on avait vu. Okay, voilà, de faire quelques petits exercices après que ceux réalisés par intermittence. Donc on décrit, on justifie avec des valeurs, j'ai envie de dire comme d'habitude. Donc cette baisse de lactacidémie après l'effort, elle repose sur l'utilisation du lactate dans la circulation. Vous reliez aux autres documents, on en a 75% qui sont oxydés au sein des divers organes, les reins, le cœur, les autres muscles, et il n'y en a que 25% qui permettent la fabrication du glycogène dans les cellules musculaires et dans le foie. Donc on sait qu'à l'effort, les cellules musculaires, elles consomment davantage d'ATP, et cet ATP, il doit être régénéré, hein. Vous regarderez la première unité du livre ou l'exercice qu'on a fait, nous, la première activité. Et dans la cellule musculaire, le DOCC, le lactate, il peut donner du pyruvate qui permet la production d'ATP au sein de la mitochondrie et en présence de dioxygène, bien sûr, prélevé dans la circulation. Donc ça explique la plus grande baisse de la lactacidémie par la récupération active. C'est comme ça que vous pouvez relier à la récupération le fait
de stimuler encore vos muscles lentement. Alors si vous les stimulez trop fort, vous allez produire trop de déchets et demander trop d'énergie, donc ce sera pas efficace. Mais par contre, une récupération lente, je vous dis, faire du vélo lentement après un effort intense ou n'importe, hein, ce qu'on avait vu, c'est ça qui va permettre de baisser ces déchets, cette lactacidémie, et du coup favoriser, enfin voilà, une meilleure circulation, une meilleure récupération. Donc le glycogène musculaire, c'est un polymère de glucose, il y a plusieurs glucoses, hein, c'est un glucide, ça constitue une réserve. Donc sa concentration elle baisse lors d'un effort, parce que le glucose il est utilisé par les cellules musculaires pour régénérer l'ATP qu'elles utilisent. Ces réserves de glycogène, elles sont restaurées progressivement, seulement quand il y a un régime alimentaire qui est suivi après l'effort. D'accord? Ces réserves, elles proviennent de l'alimentation, et du coup, un régime alimentaire riche en glucides, c'est plus efficace. Alors attention, riche en glucides, ça ne veut pas dire riche en sucre. C'est riche en sucre lent. Les glucides, là, ici, c'est dans le sens sucre lent, parce que je vous vois venir, vous mangez des éclairs au chocolat ou je sais pas quoi après un effort, ça, c'est une connerie, hein, ça va faire du gras et c'est tout. Ok? Du coup, pour l'autre régime, la moindre efficacité, elle pourrait s'expliquer par la nécessaire conversion des lipides et des protéines en glucides qui prendrait plus de temps. Donc, évidemment, hein, ça prend beaucoup plus de temps. Et après un effort, les exercices musculaires continus et une alimentation riche en glucides, ça permet plus rapidement un retour à une lactacidémie et la concentration en glycogène musculaire en valeur de repos qui constituent les modalités de récupération les plus efficaces. C'est pour ça que souvent on dit les sportifs avant ou même après une compétition, surtout là on est sur la récupération, manger quand même des féculents pour régénérer leur stock, donc des pâtes, ce que vous voulez, du pain, voire même des fois un sandwich comme ça après un effort, c'est bon pour la récupération. Je vous dis pas non plus de vous gaver comme 15, mais voilà, c'est bien de prendre un petit peu comme ça de glucides. Voilà pour cette partie. J'espère que ça a été pour vous. À bientôt pour d'autres exercices.